Le roi Grey était un seigneur de guerre impitoyable, qui dirigeait le monde avec son pouvoir et détruisait les nations avec des bombes après les avoir conquises. Élevé comme orphelin, il croyait en la survie du plus apte et est devenu le plus fort du monde. Mais un jour, quelqu'un parvient à l'empoisonner, mais au lieu de mourir, il se réincarne dans un autre monde, en tant que nouveau-né. Maintenant il doit se frayer un chemin à travers ce nouveau monde de magie et d'aventure. Tout commence un jour, avec le roi Grey se retrouvant submergé sous l'eau. Il commence lentement à perdre connaissance, mais une voix étrange résonne dans le vide et le presse de chercher la lumière dans sa prochaine vie. La prochaine fois qu'il ouvre les yeux, il est accueilli par un couple marié, le regarde comme s'il était une sorte d'adorable petit animal. Il regarde autour de lui dans la confusion et se rend rapidement compte que ces deux-là sont ses parents, et d'une manière ou d'une autre il est né comme un minuscule bébé impuissant nommé Arthur Layton. Arthur n'arrête pas de se demander comment un roi puissant comme lui, qui se tenait debout, avec d'innombrables victoires à son actif, s'est retrouvé comme un minuscule bébé impuissant, qui ne peut même pas rôter correctement pour soulager un peu d'indigestion. Alice et Reynolds semblent pleinement convaincus qu'il est leur enfant, mais Grey ne peut tout simplement pas comprendre à quel point il avait facilement accepté cela. Maintenant piégé dans un corps qu'il ne peut pas contrôler, il se retrouve face à un tout nouveau type d'impuissance, surtout quand il finit par fuir dans sa couche, sans savoir comment l'arrêter. Sa forme fragile commence à ressembler plus à une prison, lui faisant se demander si tout autour de lui n'est qu'un rêve bizarre. Il voit bientôt ses parents utiliser des étranges capacités, qui vont bien au-delà de tout ce qu'il a jamais vu, et apprend que ces pouvoirs incroyables sont appelés magie, quelque chose qui n'avait même jamais existé dans le monde d'où il vient. Quand son père revient d'une chasse, Grey commence à réaliser que la connaissance pourrait bien être l'arme la plus puissante de toutes. Et alors qu'il aperçoit le gantelet attaché aux côtés de son père, il jure discrètement de chasser le pouvoir pour lui, même dès que possible. Puis vient l'heure de la sieste, et alors qu'au début cela ressemble à une autre restriction, il commence lentement à trouver ses moments calmes, pas si terribles, surtout par rapport à sa vie passée, où le repos était un luxe qu'il ne pouvait jamais se permettre, car il a toujours été la cible d'assassinats. Les jours passaient rapidement. Le petit Arthur a maintenant appris à ramper. Ses parents s'illuminent d'excitation en voyant cela, alors qu'il se déplace et se retrouve devant un miroir, regardant son reflet, comme s'il essayait toujours de comprendre ce qu'il est devenu exactement. Plus tard, quand sa mère l'endormira, notre gars fait semblant de s'assoupir et attend qu'elle le laisse tranquille. Une fois qu'elle est partie, il descend du lit avec sa couverture et se faufile soigneusement. Maintenant ils peuvent à peine bouger ses membres. Il se dirige lentement vers la bibliothèque et parvient à sortir un livre. Il commence à lire pour recueillir toutes les informations qu'il peut sur le monde dans lequel il est maintenant. Ce qu'il ne remarque pas, c'est comment un étranger comme lui est capable de lire la langue de ce nouveau monde. C'est à ce moment-là qu'il découvre que le continent dans lequel il est né s'appelle Dicatan, qui a 3 royaumes. L'un d'eux est le royaume des nains, un endroit qui abrite une nation souterraine de nains. Le second est le royaume d'Eleanor, qui, comme il semble, abrite des elfes qui vivent tranquillement dans une forêt. Enfin, il y a le royaume humain nommé Sepon, celui dans lequel il est actuellement. Sur les 3, celui-ci semble être le plus peuplé. Et comme le royaume qu'il a gouverné dans sa vie précédente, il fonctionne sur un système monarchique. Cependant, la seule différence est que contrairement à son monde, où le trône a été arraché par la force, ici est transmis par la naissance. Notre petit bébé attrape un autre livre, se cogne accidentellement contre le sol, et grimace un peu avant de l'ouvrir pour recommencer à lire. Cette fois, il découvre que contrairement à son ancien monde, cet endroit a toujours l'impression d'en être à ses débuts. Et la plupart de la technologie est assez primitive. Ce qui le distingue vraiment cependant, était la présence de magie et d'une mystérieuse source d'énergie appelée mana. Il lit que la capacité de contrôler le mana est censée être héritée, et seulement une personne sur Saint est réellement née avec le talent, alors qu'il se gratte le dos et laisse échapper un petit gémissement de la chute précédente. Il revient rapidement au livre, sans perdre de temps. Il continue, en apprenant que dans ce monde, le mana est principalement utilisé de 2 manières. Les augmentateurs l'utilisent pour renforcer leur force physique, ce qui leur permet de réaliser des exploits sauvages. Les gens normaux ne pourraient même pas rêver, tandis que les prestidigitateurs empruntent une voie différente, en projetant leur mana et en le façonnant avec une volonté pure. Le petit Arthur commence à repenser à cette époque. Alice a utilisé une sorte de magie sur son père pour le guérir. Ce qui lui fait réaliser qu'il pourrait y avoir plus à cela que ces 2 catégories. Au fur et à mesure, il découvre que ces utilisateurs de magie ont quelque chose qui s'appelle un noyau de mana, qui sert de clé pour débloquer tous ces pouvoirs sympas. Et la plupart des gens peuvent commencer à y accéder, à peu près au moment où ils ont atteint la puberté. Pour se réveiller en tant que mage, il faut canaliser tout le mana qui coule dans leur corps.
En un seul point de son ancien monde rempli de technologie, il y avait un autre type d'énergie appelée clé, et il remarque qu'il suivait en fait un principe assez similaire de collecte de pouvoir. En repensant à toutes ces années d'entraînement avec clé, il commence à se demander si les connaissances de sa vie passée pourraient maintenant servir de sa plus grande arme. Il tente le coup, en essayant de concentrer tout ce mana en un seul point, mais avant même de pouvoir faire un petit progrès, il se fait prendre par sa mère, qui le réprimande pour être faufilé comme ça. Juste au moment où les choses commencent à se sentir intenses, le petit Arthur se prépare, pensant qu'Alice a peut-être découvert son petit secret de réincarnation, mais il s'avère que tout ce qui la préoccupe, c'est le fait qu'il a passé un grand moment dans sa couche. Arthur refuse d'y croire au début, mais quand il touche sa couche pour vérifier, il trouve cela absolument mortifiant, puisqu'il avait été tellement pris dans la lecture, qu'il n'a même pas remarqué que son propre réflexe glissait. Une fois de plus, il se sent piégé dans ce petit corps, avec un désir irrésistible de se libérer et de devenir plus fort. Le temps passe vite, et maintenant cela fait déjà 2 ans que Grace est réincarnée. En écrivant son journal intime habituel, sa mère commence à s'inquiéter un peu, alors qu'elle se rend compte que pour une raison étrange, leur petit garçon n'a pas souri une seule fois pendant tout ce temps. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre et devient immédiatement scandaleuse parce qu'elle surprend son mari là-bas, en train de s'entraîner à leur enfant de 2 ans, comme les enfants qui se préparent pour son premier champ de bataille, alors qu'elle commence à crier après Reynolds, avec un niveau de frustration qui indique clairement qu'elle envisage de le transformer en dîner de ce soir. Arthur regarde de côté et commence à réfléchir à la structure du pouvoir de cette maison en se basant sur tout ce qu'il a vu jusqu'à présent. Il se demande si c'est juste cette famille, ou si ce monde entier est gouverné par des femmes. Alice emmène Arthur en ville, où il a les yeux écarquillés et curieux, regardant tout autour de lui, comme s'il s'agissait d'une chasse au trésor, alors qu'il passe devant un magasin d'armes, ses yeux collent à elle. Écran, pensant à la façon dont les types et la qualité des armes en révèlent beaucoup sur le niveau technologique de ce monde. Un peu en avance, il aperçoit des cristaux brillants d'énergie, des choses qu'il n'a jamais vues auparavant. Sa curiosité monte encore plus, quand le commerçant leur donne une petite démo de magie du feu sur le chemin du retour. Arthur fait semblant d'être fatigué et s'assoupit comme un vrai bébé, trompant Alice, en lui faisant croire qu'il dort, même si les choses semblent douillettes en surface. La vie dans ce petit corps ressemble toujours à une cage, mais l'amour de ses parents commence lentement à s'effriter à cela. Pour quelqu'un qui a grandi dans un orphelinat sans rien de proche d'une famille, cette chaleur est toute nouvelle tout en le portant. Alice parle doucement de la joie que cela lui fait, quand il se faufile hors du lit, juste pour lire, ou à quel point il devient curieux au marché. Elle se demande s'il obtient cette étincelle de Reynolds, et espère tranquillement qu'il ne finira pas comme son, et s'enfuit de chez lui pour tenter d'explorer le monde. Ce qu'elle veut vraiment, c'est qu'il mène une vie simple, quelque chose de calme et sans danger. Plus tard, alors que le petit Arthur jette un coup d'œil par la fenêtre, il aperçoit Reynolds en train de s'entraîner et commence à se sentir chanceux d'avoir quelqu'un à la maison pour apprendre le grand verse chaque once de force dans sa manucure, et juste au moment où il semble qu'il est sur le point d'anéantir une forêt entière, il soulève avec désinvolture quelques pierres avant de les laisser tomber, écrasant tous les espoirs que l'enfant avait, alors qu'il pense que ce serait plus facile de simplement ramasser les pierres à la main. Sa mère se présente et attrape instantanément le regard de déception sur son visage, lui assurant que son père peut certainement faire plus que ça. À ce moment-là, Reynolds décide de devenir sérieux et commence soudainement à faire des mouvements astucieux, qui secouent le sol avec son coup de pied. Arthur regarde avec admiration et se rend compte que son père est en fait un augmentateur. Après le petit spectacle, Alice prend Arthur et lui dit que c'est l'heure de la sieste maintenant. Mais l'enfant tend la main vers un livre. Clairement impatient de lire, Alice essaye de tenir bon et lui dit de dormir, comme il est censé le faire. Mais le visage qu'il fait est si ridiculement mignon qu'elle se brise complètement et cède, lui disant qu'il peut lire juste un peu. Elle sort en le laissant seul avec le livre. Et dès qu'elle est partie, Arthur commence à rassembler mana pour commencer à former son noyau. Il se souvient de la quantité de connaissances qu'il a absorbées en seulement 2 ans, mais la chose la plus importante qu'il a apprise est le processus de création d'un mana core. Il poursuit son entraînement et a l'impression qu'il est sur le point de le former quand une explosion massive résonne soudainement dans la maison, et Reynolds se précipite et shields Alice avec son corps alors qu'il saute de l'explosion. Les 2 parents paniquent immédiatement et se précipitent à l'intérieur pour voir leur enfant, et ce qu'ils trouvent laisse les yeux grands ouverts. Même s'ils n'ont pas 3 ans, Guy Navandil, qu'ils est la Artif, île des flotteurs dans l'air, et la mère du Kodamber Kezontum Rotum Isil Peloruli, de la méditation comme un Dozinkizos, minuscule gourou spirituel, et il a réussi à réveiller sa manucure.
Alors que le petit gars atterrit avec un sourire fier sur son visage, et un sentiment clair de victoire, les morceaux du toit qu'il vient de faire exploser commencent à pleuvoir sur lui, et même s'il essaye de les esquiver, il finit par fermer les yeux avec une volonté désespérée de vivre. Alice l'attrape juste à temps, tandis que Reynolds utilise sa force pour bloquer les débris, et les protéger tous les deux. C'est à ce moment que Gray commence enfin à comprendre ce que signifie vraiment être parent. Une fois qu'il voit qu'il est en sécurité, les deux fondent en larmes, et Arthur se trouve confus, se demandant pourquoi il pleure au lieu de remonter le moral. Ayant grandi dans un monde froid, sans chaleur ni amour, ses émotions n'ont tout simplement pas de sens pour lui, mais quand même, il finit par pleurer aussi, et cette fois cela vient directement du cœur. Pendant ce temps loin, un monstre hideux attend dans l'ombre, étant entouré d'une aura rougeoyante. Il semble anticiper patiemment l'arrivée de notre garçon, comme s'il lui devait un bonbon ou quelque chose. Jetant un coup d'œil à ses jours en tant que roi Grey, nous voyons l'un des serviteurs royaux se faire traîner devant lui, après avoir commis le crime impardonnable de tenter de l'assassiner. Debout devant Grey, le conseil annonce sa décision d'épargner sa vie, disant qu'au lieu de l'exécution, lui et sa famille seront renvoyés dans leur patrie. Le serviteur, entendant son enfant pleurer au loin, tombe en panne et plaide pour la miséricorde, suppliant le roi d'au moins épargner sa famille. Il essaye d'expliquer comment le retour à la maison serait un destin bien pire que la mort. Il tombe à genoux et fait une dernière tentative désespérée, mais le roi au cœur froid frappe sa famille sans la moindre hésitation, alors que le conseil dérangé appelle cela un acte de vraie miséricorde. Brisons l'homme brisé ne discute ni ne résiste. Au lieu de cela, il baisse simplement la tête et remercie le roi. Maintenant, dans sa nouvelle vie, 2 autres années se sont écoulées, et Reynolds décide enfin qu'il est temps de commencer à entraîner son fils. Il se présente avec une paire de gantelets sur mesure comme la sienne, mais Arthur le surprend en choisissant une épée à la place. Dans son esprit de grandes raisons pour lesquelles le corps est si petit, s'il devait charger avec des gantelets, il serait mort avant même de s'approcher de l'ennemi. Reynolds attrape un bâton et dit à Arthur de venir à lui, et le petit gars ne se retient pas, montrant quelques mouvements astucieux. Quand Reynolds essaye de se montrer en canalisant mana dans le bâton, Arthur essaye aussi. Et d'une manière ou d'une autre, son épée brille du premier coup, laissant son père vraiment abasourdi. Sans perdre une seconde, Arthur se précipite et brise le bâton de son père avec un grève net en souriant, alors qu'il demande à quel point il est devenu bon. Après avoir vu ce qu'Arthur peut faire, Reynolds l'emmène directement chez Alice et insiste sur le fait qu'ils doivent embaucher un bon enseignant. Alice l'arrête instantanément, lui rappelant qu'il a promis d'apprendre à leur fils lui-même. Mais Reynolds soutient que le talent d'Arthur est juste au-delà de ce qu'il peut gérer. Quand elle continue de résister, il sort le bâton cassé et explique comment Arthur l'a nettoyé. Même s'il a été renforcé avec du mana, cela la laisse sans voix pendant un moment, et juste au moment où il semble qu'elle soit convaincue, elle serre son enfant dans ses bras, en refusant de le laisser aller n'importe où. Les deux vont et viennent pendant un moment, jusqu'à ce qu'Arthur intervienne et propose une troisième option, c'est-à-dire qu'ils pourraient tous aller ensemble. Les parents s'allument, trouver leur enfant un génie, et commencer immédiatement à faire ses valises. Ils sont ravis, sachant qu'ils ont touché un jackpot avec un petit prodige aussi intelligent. Le lendemain, juste au moment où ils sont sur le point de partir, Arthur est présenté à leur compagnon de voyage, qui est une ancienne équipe connue sous le nom de Twin Horns Party. Ses parents avaient l'habitude de rouler avec dans leurs aventures. Un roux s'accroupit avec un grand sourire, et se présente comme Adam Crunch. Ensuite, une dame joyeuse s'avance et partage son nom en tant qu'Angela Rose. Les suivants sont le reste du groupe, y compris Durden Walker, Jasmine Flamesworth, et une elfe nommée Helen Shard. Le voyage commence alors, et la maman d'Arthur lui dit que ça va être amusant. Arthur hoche la tête. Nous ne pouvons pas nous empêcher de trouver sa façon de voyager un peu primitive, comparée à l'avion qu'il a fait voler dans sa vie antérieure. Alors qu'il se dirige vers la ville du Caire, le groupe s'arrête pour une pause. Arthur aime la balade dans l'ensemble, mais toujours dérangé par le fait qu'ils doivent affronter des monstres et menaces en cours de route. En se reposant, ils aperçoivent des loups sauvages qui s'approchent, et toute l'équipe se prépare à les abattre. Regarder la bataille aide Arthur à comprendre qu'Adam, Hélène et Jasmine sont des augmentateurs comme son père, tandis qu'Angela et Durden sont des prestidigitateurs. Plus tard dans la nuit en dînant, Reynolds dit à Arthur de se bourrer autant qu'il le peut. Puisqu'on ne peut pas se permettre d'être pointilleux en voyage, Arthur remarque quelque chose à propos de sa mère. Et quand il demande, elle dit simplement qu'elle est déjà pleine. Elle repère ensuite le bras blessé de Reynolds et lui propose de le guérir. Comme elle commence, le reste de l'équipe se déplace pour explorer la zone et surveiller. Lui donner le signal de départ, une fois que c'est clair. C'est parce que la magie rare d'Alice
Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent se permettre de laisser voir à n'importe qui. Arthur a vite appris que sa mère appartenait à un rarissimo classe de mages appelé émetteur. À cause du peu d'entre eux existent, les émetteurs sont souvent ciblés, ce qui explique aussi pourquoi Alice et Reynolds ont vécu loin des villes. Pendant si longtemps, après qu'Alice ait fini de guérir Reynolds, Adam demande s'il peut s'entraîner un peu avec son fils. Le petit Arthur se prépare alors que tout le monde se rassemble pour regarder, voir leur excitation. Arthur se demande s'ils ont tous oublié qu'il n'a que 4 ans. Notre garçon décide de tester jusqu'où il est venu et devient sérieux. Il canalise mana dans son épée et ses jambes, laissant Adam confus sur la façon dont un enfant qui est petit pourrait même réussir ça, avant qu'Adam ne puisse réagir. Arthur se précipite derrière lui et lance un échange rapide. Leur mini-bataille se termine, avec Adam qui fait tapis et fait tomber Arthur de ses pieds, mais avant que le garçon puisse toucher le sol, un sort de magie du vent l'attrape dans les airs et le couche doucement. Hélène gronde Adam pour ne pas être retenu contre l'enfant, mais Adam insiste sur le fait que le petit monstre n'est pas un enfant ordinaire, et se demande quel genre d'entraînement infernal il a subi. Jasmine, quelqu'un qui la garde généralement elle-même, se promène, et demande à Arthur de lui apprendre la technique qu'il a utilisée sur ses jambes. Après ça, le voyage continue, et le petit Arthur le trouve étonnamment fluide. Ils font plus d'arrêts en cours de route, et pendant chacun, Arthur a la chance de s'entraîner un peu, et prenez quelque chose de nouveau de chacun des membres de la Lely équipe, avec l'apprentissage. Il partage également sa propre méthode d'amélioration des jambes avec Jasmine, et remarque qu'elle le rattrape assez rapidement. Au fil des jours, Jasmine commence à s'ouvrir à Arthur, et finit même par lui offrir une petite lame avec un fil secret dessus. À l'un des arrêts, Arthur surprend sa mère un peu nauséeuse, et se demande si elle est blessée, bien qu'elle lui assure qu'elle va parfaitement bien. Le voyage reste paisible, jusqu'à ce qu'une bande de bandits les attaque soudainement. Tout le monde se met rapidement en position pour se défendre, mais le nombre d'ennemis surpasse clairement leur petit groupe, par une énorme marge. Le chef des bandits crie épargnez les femmes et les enfants, puisqu'ils n'auront pas un bon prix s'ils sont blessés. Juste après ça, les bandits commencent leur assaut sur l'ordre de leur méchant chef. Alors que le combat commence, la soirée Twin Horns, avec le père d'Arthur, commençait à repousser. Mais même s'ils sont forts, ils commencent à s'user car ils sont trop en infériorité numérique. Juste à ce moment-là, Reynolds est touché et écrase directement dans la voiture où se cache sa famille. Alice se précipite pour le guérir, mais Reynolds l'arrête d'avertir que les choses pourraient empirer si l'ennemi découvre ce qu'elle peut faire. Il se tourne ensuite vers son et lui dit d'attraper sa mère et éloigner le plus possible d'ici. Mais le petit gars ne l'a pas, et soutient qu'il n'est pas inutile non plus, et veut se battre à ses côtés. C'est là que Reynolds révèle la vérité, dire à Arthur que sa mère a un bébé dans son ventre, et qu'il doit la protéger quoi qu'il arrive. Cela éclaircit enfin toutes les fois où Arthur avait vu sa mère, l'air malade en cours de route. Reynolds l'appelle grand frère, et remet le travail de garder sa mère. Suivre les paroles de son père, Arthur active son mana et commence à sprinter avec Alice. Pendant ce temps, son père reste pour servir de leurre, jeter tout ce qu'il a sur le patron ennemi, pour que sa famille puisse s'en sortir vivante. Alors qu'Arthur continue de courir avec sa mère, 2 bandits bloquent soudainement leur chemin. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, Jasmine et Adam se présentent et les abattent sans hésitation. Dire à Arthur de leur laisser les bandits. Même Hélène se joint à tirer une flèche qui en abat une autre, essayant de l'arrêter. Arthur pousse en avant, avec des souvenirs des innombrables vies qu'il a prises comme tombe, clignotant dans son esprit, et maintenant, le voici à l'autre bout de cette chaîne de proies prédatrices. Ne pas courir comme le chasseur, mais en tant que chassé essayant de protéger âme qui est la sienne. Juste à ce moment-là, le mage prestidigitateur le voit s'enfuir avec sa mère, et lance un sort de vent directement sur eux. Arthur réagit par instinct et pousse sa mère de côté pour la protéger. Mais l'explosion l'attrape de front et l'envoie voler de la falaise. En tombant, il refuse de laisser le bandit prestidigitateur s'enfuir, et utilise le poignard avec le fil secret que Jasmine lui avait offert, pour s'accrocher au gars et le faire descendre. Avec lui, Angela et Derding lui donnent tout ce qu'ils ont, essayant de sauver Arthur en utilisant leur sort, mais malheureusement, leur magie n'atteint pas à temps. Sa mère crie son nom alors qu'il tombe. Mais le garçon est déjà en train de tomber. Alors qu'il tombe et descend, Arthur sent quelque chose étrange remuer en lui. Complètement impuissant à ce moment-là, pourtant étrangement en paix, alors qu'il comprend enfin ce que signifie vraiment protéger quelqu'un, de tout ton cœur en ce moment. Il réalise ce que l'esclave royal qui a été puni pour une tentative de meurtre, j'ai dû ressentir à époque. Quand sa propre famille a été anéantie juste devant lui, ça clique enfin pourquoi ses parents ont versé des larmes pour lui.
Et pourquoi il ne regretterait jamais d'avoir choisi sa vie plutôt que la leur? Les larmes coulent des yeux d'Arthur, comme il se souvient qu'il était censé être un grand frère. Mais maintenant ce rêve pourrait ne jamais se réaliser alors qu'il s'effondre, prêt à botter le seau pour de bon. Mais d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, Arthur se réveille et se retrouve toujours en un seul morceau. Couché dans une forêt remplie d'épais miasmes brumeux, il ouvre les yeux. Étourdi et confus, essayant de comprendre où il est même, c'est alors qu'un bruit de pas tonitruant résonne autour de lui, le faisant paniquer pour le vérifier. Juste en face de lui se dresse un énorme monstre terrifiant, qui lui fait presque peur, seulement pour le saluer avec désinvolture, avec un bonjour joyeux. Juste à ce moment, l'histoire revient soudainement à un moment avec une petite fille, parler à une dame de trouver quelque chose de joli, insistant sur le fait qu'elle pourrait ne pas pouvoir retrouver si elle le perd. Maintenant, une de leurs voix semble étrangement familière. Presque identique à celui que Gray avait entendu pendant le moment, il a été plongé dans ce monde de magie complètement différent. Revenir au présent, Arthur se retrouve face à face avec le monstre hideux. Debout, juste en face de lui. Il a peur de sa forme, et se demande comment il a fini dans cet endroit, mais qu'est-ce qui le dérange le plus? Et la pensée de savoir si ce monstre essaye réellement d'attirer, lui, dans quelque chose, essayant de comprendre les intentions de la créature, tout en voulant se protéger. Arthur saute dans l'attaque, seulement pour être éjecté par seulement 2 de ses doigts, et claqué directement dans le sol. Après un choc, la créature connaît son nom, et lui dit qu'il a encore un long chemin à parcourir, instantanément, lui faire comprendre qu'il n'a aucune chance contre elle. Le monstre terriblement maîtrisé révèle avec désinvolture qu'elle est en fait son allié, ce qui laisse le pauvre plus confus que jamais. Elle se dirige ensuite vers un arbre, avec des fruits brillants suspendus à ses branches, en choisit quelques-uns et les lui apporte. Lui dire de les grignoter même s'il n'a pas faim, puisqu'il va avoir besoin de la force pour guérir, et se déplacer correctement à ce moment-là. Arthur essaye de bouger son corps et entend un horrible crépitement, suivi d'une explosion de douleur aiguë, qui le fait crier à haute voix. La bête lui dit, il devrait être reconnaissant d'avoir survécu à une telle chute en un seul morceau, ce qui au moins le fait arrêter de pleurer pendant un moment. Elle le presse à nouveau de manger le fruit, et pour le rendre plus convaincant, avertit qu'elle ne répondra pas à une seule question s'il ne le fait pas. Arthur cède et commence à manger rapidement, grignotant une grande partie grâce à sa faim déchaînée. Alors qu'il a fini de manger, des souvenirs de sa mère et de son père qui se précipitent, et il demande à la créature si elle sait où ils vont bien. Elle répond que, alors qu'elle est en quelque sorte liée à cet endroit, et ne peut pas le quitter, ses capacités lui permettent de voir un peu au-delà de ses frontières. Utilisant ses pouvoirs, elle montre à Arthur les bandits déchus, et l'informe que sa famille est en sécurité et a réussi à échapper. Entendre qu'ils vont bien submerge Arthur d'émotion, et les larmes coulent, alors qu'il sourit et remercie le monstre encore et encore. Juste à ce moment-là, la créature révèle enfin son nom de Sylvia, et il devient clair qu'elle-même semble être gravement blessée. Les jours passent, et Arthur continue de manger, et de reprendre lentement ses forces. Sous il, œil vigilant d'une bête, qui semble pouvoir dévorer tout ce qui est en vue. Même s'il est pour la plupart guéri et impatient de rentrer chez lui, Sylvia explique qu'il ne peut pas encore partir. Apparemment, ils sont à la périphérie de la forêt d'Elché, qui se trouve être un endroit dangereux, grouillant de bêtes sauvages et de voyous, qui n'hésiteraient pas à voler des voyageurs, ou à vendre des enfants comme lui en esclavage. Stella Sylvia lui assure qu'elle travaille sur un plan pour le faire sortir en toute sécurité. Elle comprend à quel point il veut retrouver sa famille, mais créer un portail dimensionnel prend du temps et de la préparation. Pendant qu'elle gère ça, Arthur prend une branche et commence à pratiquer son épée. Pour se tenir occupé à le regarder bouger, Sylvia encourage son entraînement, en disant que c'est bon pour son corps en développement et l'aiderait à rester en bonne santé, alors qu'il récupère malgré tout. Elle n'a pas mentionné un mot sur elle-même ou sur son état qui s'aggrave. Malgré toute son apparence terrifiante, Sylvia se révèle être une âme chaleureuse et douce. Au fond, d'Arthur continue son entraînement, et le voir rassembler son mana surprend Sylvia par la rapidité avec laquelle il a progressé, surtout quand elle se rend compte qu'il a déjà formé un noyau de mana à son âge. Être impressionnée, elle lui montre une technique encore plus avancée, et lui demande s'il sait comment l'utiliser. Arthur regarde avec admiration, et répond qu'elle collecte du mana tout en le lançant, en le comparant au ravitaillement d'un avion en plein vol. Il ne peut pas comprendre comment quelqu'un pourrait même réussir ça. Sylvia poursuit en expliquant que les gens ont tendance à avoir une idée rigide du mana, où ils voient la collecte et l'utilisation comme 2 choses distinctes. Tandis que les bêtes de mana, comme elles sont déjà habituées à gérer les deux en même temps, sans problème, elles le comparent à quelque chose d'aussi naturel que de respirer.
et demande ensuite s'il veut l'apprendre aussi. Mais elle remarque à quel point l'enfant a l'air excité. Elle poursuit en lui demandant comment il l'utiliserait, s'il parvenait réellement à apprendre la technique. Dès qu'il répondrait en disant « Il détruirait tous ceux qui osent emporter ses proches », elle lui dit instantanément qu'il a échoué. Arthur s'énerve et soutient qu'il est logique d'anéantir quiconque qui menace sa famille, en se rappelant comment cet état d'esprit était exactement ce qui l'a aidé à s'élever en tant que roi le plus puissant que son monde ait jamais vu. Sylvia l'aide calmement à réaliser que ses pensées tournent toujours autour de la réduction de ses ennemis. Puis elle lève lentement un ongle pointu vers lui, soulignant que même si elle pouvait le déchirer avec cette même main, elle pourrait aussi l'utiliser pour le toucher doucement, et lui demander lequel il préférerait recevoir. Comme prévu, le garçon nerveux choisit l'option douce. Après avoir essayé de guider ses pensées dans une meilleure direction, elle lui tape légèrement la tête et dit qu'elle ne lui a pas sauvé la vie juste pour qu'il puisse la vivre, en blessant les autres sans but. Pendant une brève seconde, Arthur se demande si Sylvie a dit tout cela, parce qu'elle était au courant de la vie qu'il avait avant. Mais ensuite il écarte l'idée, pensant qu'il n'y a aucun moyen que cela soit possible. La dame monstre a demandé au garçon une fois de plus ce qu'il ferait s'il devenait plus fort. Et cette fois, il prend un moment pour repenser aux souvenirs chaleureux qu'il a partagés avec ses amis et sa famille, avant de répondre avec une expression sérieuse, qu'il veut protéger les gens qu'il aime, et qui lui tiennent vraiment à cœur. En entendant cela, le monstre lui dit finalement qu'il est décédé, en même temps ailleurs. Une autre créature, qui ressemble étonnamment à Sylvia, est vue en train de la traquer activement, et sans perdre un instant, il s'envole dans le ciel. L'histoire revient une fois de plus sur l'ancienne vie d'Arthur en tant que gris, où il sort de sa chambre, et se dirige vers le bureau du Premier ministre, accueilli avec un accueil humble. Gris regarde silencieusement le mur, reflétant qu'il n'est rien de plus qu'un roi en titre, tandis que le vrai pouvoir appartient au Parlement. Alors que ses yeux se posent sur son propre portrait accroché là-bas, il se considère amèrement comme rien de plus qu'une arme, et un outil conçu uniquement pour la guerre. Même le Premier ministre, un homme nommé Marlon, le félicite fièrement d'avoir mené d'innombrables victoires, et d'avoir apporté à la fois richesse et honneur à leur nation. Marlon se lève ensuite et s'approche, demandant au roi pourquoi il est venu, mais sans offrir une seule réponse, Grace se tourne simplement et s'en va. Dans le présent, Arthur continue sa formation sous Sylvia, qui lui montre maintenant comment collecter du mana, tout en l'utilisant en même temps. Elle lui fait savoir que s'il parvient à maîtriser cette technique, ses capacités magiques augmenteront considérablement. En prenant ses conseils à cœur, Arthur choisit d'y aller lentement. Comprenant que précipiter le processus ne se terminerait que par un échec, ses pensées remontent à sa vie passée, où il a combattu un gars géant, portant un casque en forme de cochon, et il se souvient comment il avait contrôlé Kai en utilisant ce même air concentré. Il réussit finalement, souriant de satisfaction alors que le mana coule juste comme il faut. Il est submergé de joie, alors qu'il se précipite pour serrer Sylvia dans ses bras. Mais le monstre le cache rapidement derrière des rochers à proximité, et l'avertit de garder le silence. Arthur regarde une autre créature ressemblant à Sylvia apparaître. Sylvia lui dit calmement qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il puisse la trouver. Et la créature répond que son odeur de sang l'avait emportée. Il la presse de venir avec lui, mais quand elle refuse, il commence à la menacer, en disant que si elle résiste, il sera obligé de l'emmener de force. Il lance ensuite une attaque sombre qui met Sylvia à genoux. Arthur panique, mais entend la voix de Sylvia dans sa tête par télépathie, le rassurant de ne pas s'inquiéter. Alors que le Big Bad Monster ne cesse de la narguer, Sylvie puise dans sa force cachée et se libère. Déguiser son déguisement pour révéler un majestueux Pégase comme un dragon en dessous. Le Big Bad Monster a maintenant l'air vraiment alarmé. Et alors qu'elle le charge, il prévient qu'utiliser un tel pouvoir lui couperait la vie. Sylvia répond calmement que même si cette vie lui manquerait énormément, cela ne la dérangerait pas de mourir si elle a déjà vécu une vie heureuse, tout comme il semble qu'elle a le dessus. Le Dark Monster déclenche un barrage dévastateur d'énergie noire, et Sylvia commence à s'inquiéter pour la sécurité d'Arthur. Alors que l'ennemi prépare un autre coup, elle déchaîne sa magie la plus forte et fige le temps. Appelant Arthur, elle lui dit de se manifester, révélant sa vraie forme dans toute sa gloire, et avec elle, éclat d'une fille humaine, qui vit pour les compliments, et les éances exigent fièrement que quelqu'un reconnaisse à quel point elle est magnifique et remarquable. Sans perdre une seconde, elle ouvre une faille interdimensionnelle et explique qu'elle se connecte à un endroit lointain, et lui demande s'il ira bien tout seul. Elle lui rappelle une fois de plus d'utiliser ses pouvoirs à bon escient, et quand Arthur lui donne la réponse qu'elle espérait, elle lui présente un objet de forme ovale brillant,
et lui dit de l'envelopper dans sa plume, et de le protéger soigneusement. Elle lui accorde également un mystérieux pouvoir qui marque ses bras, avec des motifs brillants, similaires aux siens. Alors que le moment de dire au revoir arrive enfin, Sylvia admet qu'elle aurait pu le renvoyer chez lui depuis le tout début, mais a choisi de ne pas le faire, simplement parce qu'elle s'est amusée à passer du temps avec lui. Arthur serre les poings et se met à pleurer, réalisant que sa force est encore trop petite pour protéger celle qui comptait tant pour lui. Avant de partir, Arthur se rend compte à quel point son séjour ici l'a changé. Il dit qu'il ne se soucie pas de savoir si Sylvia est un monstre ou un dragon, parce que pour lui maintenant, elle se sent comme une famille. Quand Sylvia lui rappelle doucement qu'il a déjà une mère, notre gars l'appelle instantanément sa grand-mère, ce qui la fait s'illuminer de joie. Alors qu'elle lui demande de le redire, avec un sourire, elle le pousse dans la faille interdimensionnelle. Alors qu'il flotte à travers elle, Arthur regarde en arrière et lui demande si elle peut venir avec lui. Mais avant d'avoir une réponse, le portail, elle, éloigne de l'autre côté. Après sa disparition, Sylvia a l'air visiblement navrée et se tourne vers le grand, méchant monstre, reprenant le flux du temps. Alors que la bataille continue, l'attaque dévastatrice arrêtée par le flux du temps, la frappe et elle écrase au sol. Faisant semblant d'être vaincue, elle fait croire à l'ennemi qu'elle est morte. Au moment où il s'approche, les yeux de Sylvia s'ouvrent, alors qu'elle lui tend une embuscade avec une contre-attaque brutale, qui ne lui laisse aucune chance de se défendre. L'explosion qui en résulte secoue toute la forêt, avec une explosion massive, juste après que l'histoire saute dans ce même royaume étrange d'avant, où une silhouette qui semble avoir la même voix que celle de Sylvia, est vue en train de parler avec une fille, la remercier, et de laisser le reste de la mission entre ses mains. Pendant ce temps, alors qu'Arthur dérive dans l'espace interdimensionnel, il entend soudainement l'écho de la voix de Sylvia autour de lui. Elle lui demande doucement s'il se souvient de ce qu'elle lui a dit, et Arthur hoche la tête en admettant qu'il se sent incroyablement triste. Sylvia le presse de porter ses sentiments avec le sourire, et de tout faire un pas à la fois. Arthur a du mal à accepter que c'est réel, mais est secoué quand il réalise, Sylvia était au courant de son passé. En tant que roi le plus fort de son monde avant, sa voix s'estompe, elle lui dit de ne jamais laisser son cœur être consumé par la colère ou la haine, et souhaite que sa nouvelle vie soit remplie des bénédictions de la lumière. Arthur, puis se réveille pour se retrouver allongé au milieu d'une forêt tranquille. Des larmes coulent sur ses joues alors que le poids de l'absence de Sylvia s'enfonce. Il s'assoit lentement, se brossant le visage, et cherchant l'objet brillant qu'elle lui a donné, le plaçant soigneusement dans son sac, comme si était la chose la plus précieuse qu'il possède. Juste à ce moment-là, il entend quelque chose dans les buissons derrière lui, et se retourne rapidement pour voir ce que était. La voix qu'Arthur entend sonne comme le cri d'une fille, et lui fait instantanément penser que quelqu'un est en danger. Il ne perd pas une seconde, et renforce ses jambes avec une amélioration physique et des tirets. Après le son, Arthur saute sur un arbre et vérifie l'objet brillant que Sylvia lui a donné, s'assurant qu'il est en sécurité avant de le ranger tranquillement dans son sac. Puis il devient littéralement Mowgli de The Jungle Book, alors qu'il jaillit de branche en branche, volant à travers la cime des arbres, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la source de l'agitation. Là il aperçoit un groupe de marchands d'esclaves, qui ont capturé une jeune fille elfique aux cheveux gris, et sont occupés à se disputer pour savoir combien ils pourraient obtenir pour elle sur le marché. Au moment où il les entend parler de la vendre, il se souvient des bandits qui ont essayé de faire de même pour lui et les femmes pendant cette embuscade. Pendant leur voyage, les voyous jettent impitoyablement la petite fille dans une calèche, et tandis que la vue fait presque perdre le contrôle à Arthur, il parvient à calmer ses nerfs, en rappelant les enseignements de Sylvia. Il continue de suivre les marchands d'esclaves, alors qu'ils continuent de bouger. Et une fois que le soleil commence à se coucher, le groupe s'arrête enfin pour installer un camp. Arthur reste caché, et attend, espérant qu'il pourrait le conduire dans une ville humaine, lui donnant une meilleure chance d'intervenir. Cependant, quand il surprend leur conversation sur les villes étordues, chose qu'il prévoit de faire à la fille impuissante, avant de la vendre, il lui semble qu'il ne peut plus se permettre d'attendre, bien qu'il choisisse toujours de s'asseoir dans une posture de yoga calme, attendant silencieusement que l'obscurité s'installe. Alors que Mag tombe, ses yeux se tournent vers les loups-cornes attachés près du camp. Il commence à se demander pourquoi ces bêtes suivent les esclavagistes, sans même un soupçon de résistance. C'est à ce moment-là qu'il repère la magie qui explique instantanément tout. La vue suscite une idée dans son esprit, et sans perdre de temps, il jette quelques pierres vers les loups. Déclenchant une agitation, les voyous deviennent rapidement anxieux, craignant que le bruit n'attire des créatures indésirables de la forêt. Alors ils envoient l'un des leurs pour faire taire les loups. Le plan d'Arthur fonctionne, et il charge son poing avec un mana rouge vif, avant de le claquer directement dans le visage du gars. L'assommant à froid, il sort son poignard. Se cacher juste avant le prochain, un faux voyou vient vérifier son partenaire disparu.
Le voyou plaisante avec désinvolture sur le fait que le gars pisse peut-être quelque part, mais au moment où il le voit allongé sur le sol inconscient, il est déjà trop tard. Arthur le prend au dépourvu. Coupez le voyou avant même qu'il ne puisse réagir. Puis vient le troisième errant et désemparé, et Arthur se lance avec un rapide élan. Tranchant sa jambe et le laissant blessé, le voyou blessé crie à son patron, l'avertissant d'être prudent. Comme le garçon qui les attaque semble être un gamin mage, cela fait immédiatement monter l'intérêt du leader, et il commence à voir Arthur non pas comme une menace, mais comme une oie d'or qui vient d'entrer dans son camp. Le chef jette son arme et rassemble Mana avant de se jeter. En espérant ne pas obliger l'enfant à donner un coup de pied dans le seau, mais à sa grande surprise, Arthur esquive l'attaque avec facilité, et comme le gars essaye de suivre, Arthur contre en se précipitant derrière lui, et en utilisant son poignard avec un fil attaché dessus, essayant de restreindre les mouvements du voyou. Malheureusement, le chef parvient à saisir l'arme, tirer Arthur vers lui, avant de claquer le garçon avec un coup de pied brutal, et elle, épinglée avec ses jambes. Arthur condense rapidement la magie du feu et brûle la jambe du voyou. Se libérer, cela rend le voyou furieux. Il renonce finalement à capturer Arthur vivant, et se prépare à l'achever pour de bon, mais avant qu'il puisse bouger, Arthur enfonce sa lame directement dans la tête du voyou. Le mettre fin instantanément qui laisse juste le dernier voyou survivant, qui trébuche en arrière et commence immédiatement à mendier pour sa vie, réalisant qu'il n'a aucune chance de échapper vivant. Après avoir traité avec les voyous, Arthur sauve la fille, mais remarque rapidement quelque chose d'étrange à son sujet. Il lui dit doucement qu'elle est libre maintenant, et qu'elle peut rentrer chez elle. La petite fille elfique remarque les ecchymoses sur son bras, et demande s'il est blessé. Cette simple question fait faire une pause à Arthur, réalisant que c'est la première fois qu'il parle à quelqu'un de son âge. Il lui demande d'attendre un moment, puis se déplace pour cacher le corps du voyou, pour qu'elle n'ait pas peur, lui disant qu'il y a des choses que les enfants ne devraient pas voir. La fille fronce les sourcils, et fait remarquer qu'il est aussi un enfant. Mais Arthur ne répond pas beaucoup. Quand elle demande ce qui est arrivé aux voyous qui l'ont kidnappé, il trouve rapidement une excuse, qu'ils ont été pris dans une sorte d'accident. Juste au moment où il est sur le point de partir, la fille hésite et admet qu'elle a peur, demandant s'il va vraiment la laisser seule. Arthur demande si la forêt elfique n'est pas sans danger pour elle. Et elle explique que ses parents l'ont mise en garde contre un fantôme d'arbre. Cela la mangerait si elle irait trop loin toute seule. Il demande d'où elle vient, et elle pointe dans la direction opposée de son chemin. Elle explique qu'elle chassait des insectes et s'est perdue. Repensant à ses propres jours d'orphelin, Arthur décide de ne pas l'abandonner. Son regard se tourne vers les loups, toujours attachés près du camp. Pendant un moment, il envisage de les finir, puisqu'il ne sait pas comment les contrôler. Mais avant qu'il puisse réagir, la fille soutient qu'il devrait relâcher les loups dans la forêt. Ou bien il pourrait mourir ici. Elle enlève ensuite les objets magiques des loups, tandis qu'Arthur continue de s'inquiéter qu'il pourrait se retourner contre lui d'une seconde à l'autre, mais malgré ça, il décide de marcher avec elle pour s'assurer qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Il continue de bouger jusqu'à ce que le soleil se lève enfin, et quand il s'arrête pour manger, la fille se présente enfin comme Tessia Aralat. Arthur lui offre sa viande séchée imbibée de sel, ce qui finit par avoir un goût terrible pour elle, pas qu'Arthur s'en soucie, puisque pour lui, la nourriture n'est qu'une question de survie et de nutrition, pendant que la fille est une enfant à part entière, réagit exactement comme le ferait n'importe quel petit gamin gâté. Quand Tessia demande pourquoi il est venu dans la forêt d'Elshire, notre garçon dit simplement qu'il a été séparé de sa famille, ce qui l'amène à supposer qu'elle n'est pas seule à être perdue. Arthur lui pose des questions sur le royaume d'Eleanor et à quoi ressemble sa vie. Tessia explique que ses parents sont toujours occupés, donc elle passe généralement du temps avec ses serviteurs et son grand-père. Alors qu'ils continuent à marcher, Arthur découvre qu'il n'y a pas de routes appropriées menant au royaume. Et juste à ce moment-là, il remarque un tas de lucioles qui brillent autour de Tessia, qui commence à jouer avec eux, et en gifle, même un sur Arthur. Comme si était une sorte de boucle d'oreille. Quand elle parle de vouloir s'entraîner avec un maître, après que son cœur se soit réveillé, Arthur devient curieux et pose des questions sur leur système d'enseignement. Mais il s'avère que la fille n'a aucune idée. Alors qu'il continue, Arthur sent que quelqu'un les suit, et se rend vite compte que c'est l'un des loups-cornes de plus tôt. Il regrette de ne pas les avoir finis quand il en a eu l'occasion. Mais la nuit tombant, les deux décident d'installer un camp. Arthur dit à Tessia de se reposer pendant qu'il monte la garde à l'extérieur. Et tout en vérifiant les articles que Sylvia lui a donnés, Tessia appelle soudainement pour lui demander s'il n'a pas besoin de dormir aussi. Elle sort de sa tente. En disant ça, même si son grand-père l'a averti de ne pas dormir près des garçons, elle est prête à faire une exception ponctuelle, et promet de ne pas mouchard. Arthur résiste à l'idée mais elle continue de trouver des excuses.
finalement le traîner à l'intérieur, et lui demandant de rester alerte tout en étant là avec elle. Une fois à l'intérieur, il devient assez clair que la seule raison pour laquelle elle voulait qu'il soit proche, était parce qu'elle avait peur, et je voulais quelqu'un ensuite pour elle, au cas où elle aurait besoin d'aller aux toilettes. De nulle part, Tessie évoque un sujet étrange. Demander si tous les hommes sont pervers avec des tonnes d'épouses, qui bien sûr, cela ressemble exactement à quelque chose que son grand-père aurait dit. Arthur est rapidement en désaccord, et dit qu'il est presque sûr que les elfes sont tout aussi mauvais, puis demande si elle sait même ce qu'est un pervers. Mais avant qu'il puisse expliquer quoi que ce soit, la fille finit par s'endormir, complètement épuisée par leur voyage. Ils continuent ensuite leur voyage le lendemain, se déplacer sur toutes sortes de terrains, alors qu'Arthur commence à devenir plus agité à chaque pas, inquiet pour sa famille, et désespéré de les revoir. De nulle part, il commence à ressentir une forte douleur insupportable dans son noyau de mana, et Tessia, le voyant lutter, s'enfuit instantanément, pour trouver des herbes, qui pourraient aider. La douleur ne s'apaise pas beaucoup, et pour aggraver les choses, les intervalles entre les vagues d'agonie, ne cesse de raccourcir. Juste au moment où Arthur se sent complètement épuisé, le même loup à cornes d'avant réapparaît. Compte tenu de tout ce qu'il a vécu, notre garçon suppose instantanément que c'est une menace, mais à sa grande surprise, la créature s'approche simplement et laisse tomber un animal comme une sorte de cadeau. Essayant clairement de rendre l'appareil, Tessia regarde la scène et appelle ça une récompense pour être un bon enfant. Qui honnêtement, cela ressemble à une autre de ces choses que son grand-père chic dirait. Plus tard dans la nuit, Arthur fait cuire la viande et la trouve étonnamment savoureuse. Mais ensuite, Tessia essaye d'être généreuse et lui tend des champignons. Dire que c'est une cuisine spéciale pour les femmes de sa région. Les trucs ne vont pas du tout avec Arthur. Et finit par lui donner un estomac terrible. Une fois qu'ils ont rampé dans la tente, Tessia commence à bavarder sur elle-même, dire qu'elle a l'habitude de lire un livre avant de se coucher, et veut parcourir le monde pour voir les endroits sur lesquels elle a toujours aimé lire. Mais avant qu'elle puisse aller trop loin dans son petit rêve, cette fois c'est notre King Grey qui assomme instantanément, complètement épuisé par la douleur intense qu'il a dû endurer toute la journée. Alors Tessie lui donne simplement une couverture et s'endort à côté de lui. Le lendemain matin, alors qu'il continue de bouger, la douleur ressentie par Arthur refuse de s'estomper même un peu, et bien que Tessia s'excuse, après l'avoir vu lutter, il lui dit de ne pas s'inquiéter car ils sont presque dans son royaume de toute façon. Être coincé dans le corps de Kid, Arthur ne peut pas aider, mais se sentir irrité par son impuissance. Tessia mentionne ensuite à quel point ils se sont rapprochés ces derniers temps, et demande si elle peut l'appeler Artie et être officiellement amis. Ce à quoi Arthur répond simplement que cela ne le dérange pas. Sa réponse courte la rend nerveuse. Alors Arthur essaye d'alléger l'ambiance en disant que, comme un humble campagnard, il est honoré d'être appelé Hardy par la noble dame Tessia Ralat, ce qui lui vaut instantanément un roulement des yeux, comme elle trouve clairement la blague du vieil homme ennuyeuse. Ne pas laisser ça s'arrêter là, Arthur lui renvoie les taquineries, en soulignant à quel point elle est une chatte effrayée qui ne peut même pas aller seule aux toilettes. Son Altesse Tessia s'énerve et insiste pour qu'elle le considère comme un ami. Juste à ce moment-là, elle dit soudainement qu'elle voit quelque chose, mais Arthur regarde à peine, pensant qu'elle a dû repérer à nouveau des feuilles ou des lucioles au hasard. Jusqu'à ce qu'ils remarquent tous les deux une entrée brillante à l'intérieur d'un arbre, brillant d'une aura verdâtre. Tessia s'illumine d'excitation, disant qu'ils sont enfin arrivés, et lui tend la main, lui demandant de venir. Une fois qu'ils ont franchi la porte de téléportation, les deux se retrouvent immédiatement entourés de gardes, qui attrapent Arthur et lèvent leurs épées sur lui. Il appelle Tessia dans la confusion, mais elle le regarde juste avec un regard de colère, donner l'impression que les choses ont soudainement pris une très mauvaise tournure pour notre pauvre gars, qui commence maintenant à se demander si la fille pourrait vraiment être méchante. Alors que la tension dans l'air monte, et ça commence à ressembler à la fin de la partie pour notre garçon, Arthur se reproche d'avoir baissé sa garde, juste à cause de l'acte innocent de Tessia. Il lui crie dessus mais la fille se tient juste là à le regarder silencieusement. Tandis que les soldats elfes envisagent sérieusement d'en finir avec lui juste là, frustré et furieux de sa propre crédulité. Arthur commence à sombrer dans les souvenirs de sa vie passée, regrettant la facilité avec laquelle il lui a fait confiance. Juste à ce moment, les soldats élèvent à nouveau la voix, appelés pour le tuer. Mais cette fois, Tessia leur crie d'arrêter et marche rapidement devant Arthur, essayant de le protéger, et les suppliant de le laisser partir. Le Knight Commander soutient qu'Arthur est toujours un humain, et pourrait constituer une menace pour leur vie. Mais Tessia riposte, disant qu'il n'est pas du tout dangereux et l'a même sauvé de certains voyous. Cela ne fait que rendre le chef de la garde plus en colère, alors qu'il se déchaîne. Convaincu qu'Arthur, j'ai dû utiliser une sorte d'astuce de lavage de cerveau sur la jeune princesse. Mais avant que quelque chose de pire puisse arriver, une lumière verte clignote devant tout le monde, et un vieux Graham sort d'un portail.
dirent calmement aux soldats de laisser l'enfant vivre. Tessica se précipite immédiatement aux côtés d'Arthur, vérifier s'il va bien, tout en lançant des mots durs aux gardes pour avoir réagi de manière excessive. Le vieil homme qui s'avère être le grand-père de Tessie, et apparemment celui responsable de lui bourrer la tête de toutes sortes d'absurdités aléatoires, carillon en disant que la réaction du soldat était compréhensible. Surtout quand ils ont trouvé leur princesse disparue, retour soudain avec un humain, quelqu'un qu'ils considèrent toujours comme un sauvage, créature dangereuse. Les Gramps se présentent à Arthur en tant que Virian, l'ancien roi d'Eleanor et le grand-père de Tessia, et le remercient personnellement d'avoir sauvé leur princesse. Arthur se tient là, incrédule, complètement abasourdi par le fait qu'il avait « j'ai voyagé sans le savoir avec la royauté elfique tout ce temps ». Voir la réaction de choc d'Arthur. Virian se tourne vers Tessia et lui demande si elle ne lui avait vraiment rien dit. Juste à ce moment-là, les parents de Tessie, le roi et la reine actuelle, crient son nom, et la petite fille fond en larmes. Courir droit dans leurs bras. Son père aperçoit Arthur et suppose immédiatement qu'il est une menace, ordonnée aux gardes de le faire tomber immédiatement, par Gérion entre eux, expliquant calmement que même si Arthur est peut-être un humain et oui, même un peu barbare à leurs yeux, c'est aussi lui qui a sauvé leur fille et l'a ramenée à la maison. Tessie est d'accord et fait un pas entre Arthur et son père, tenant ses bras de manière protectrice, alors qu'elle le supplie de ne pas faire de mal au garçon qui lui a sauvé la vie. Elle a même demandé à son père d'inviter Arthur au château en tant qu'invité. Tessia se précipite vers Arthur avec un grand sourire et tend la main, l'invitant à la rejoindre pour une cuisine royale au château. Elle regarde son père avec ses yeux suppliants. Aucun père ne pourrait jamais dire non à et le soupir réticent qu'il cède. Une fois que c'est réglé, Virian se penche vers Arthur et lui dit de venir le voir plus tard. Arthur peut ressentir quelque chose d'étrange et de puissant chez le vieil homme. Et à en juger par sa situation actuelle, ce n'est pas comme s'il était en mesure de dire non alors. La petite princesse attrape Arthur par la main et l'entraîne avec elle. Alors qu'il marche, Arthur ne peut s'empêcher d'admirer la beauté d'Eleanor, avec ses paysages luxuriants et son architecture unique, mais bien sûr, les gens autour ne lui organisent pas exactement une fête de bienvenue. Il le regarde avec des yeux qui crient astérisque. « Tu n'appartiens pas ici, astérisque ». Cette réception froide rappelle à Arthur ce qu'il a lu une fois. Les tensions et guerres de longue date entre les humains et les elfes. Et il est clair que ces blessures n'ont pas guéri. Pourtant, il n'aurait jamais imaginé qu'il finirait par voir une ville aussi étrange, avec une princesse encore plus étrange, qui ne pourrait pas agir moins comme la royauté, si elle essayait. Ce qui le dérange cependant, c'est le regard dur qu'elle lui a rendu à la porte, celui qui lui a fait se demander si elle était retournée contre lui. Alors que cette pensée persiste, sa manucure éclate, avec un autre battement douloureux. Un rappel pas si doux que quelque chose ne va toujours pas en lui. Donc pour l'instant, il décide de garder sa garde. De retour au château, les demoiselles se sont réunies pour saluer la princesse, et Tessia présente fièrement Arthur comme son sauveur, en leur disant qu'il est un bon humain, et leur ordonnant de le traiter avec leur meilleure hospitalité, tandis que la petite fille jette joyeusement des idées sur ce qu'il devrait faire ensuite. Arthur aperçoit ses parents debout à proximité, et demande poliment s'il pouvait leur parler de tout ce qu'ils ont vécu, jusqu'à présent. Le roi, toujours un peu méfiant, est d'accord, et conduit notre garçon à une table, prêt à entendre ce qu'il a à dire. Bien que son visage le montre clairement, il ne baisse pas sa garde pour le moment. Arthur se tient comme s'il était sur le point de prononcer un grand discours, et demande poliment si c'est bien pour Tessia être présente pendant la conférence. Tessie lève les sourcils, trouvant bizarre qu'ils se tiennent là comme un serviteur, et lui dit rapidement de s'asseoir avec eux. Une fois qu'il est enfin assis, il demande avec désinvolture des collations. Traitez clairement ça comme si ça allait être confortable. Petite session de l'heure du conte. La famille royale arrive enfin aux présentations. Le père de Tessia intervient en premier, se présentant comme Alduin, et la reine, comme Marielle. Arthur renvoie le geste avec un salut respectueux, expliquant qu'il est né dans un petit, pauvre village du royaume de Sepon. Ajoute-t-il qu'il est vraiment reconnaissant d'avoir la chance de s'asseoir aux côtés de la royauté, surtout quand il n'est qu'un simple roturier. Tous les commentaires de joint qu'Arthur semble étonnamment bien éduqué, pour quelqu'un qui prétend venir d'un milieu pauvre. Arthur se rend compte qu'il a peut-être exagéré avec la formalité, mais au fond il sait que s'il avait agi comme un enfant typique, ces gens ne l'auraient probablement pas du tout pris au sérieux. Une fois qu'il a le feu vert pour parler, Arthur commence à tout expliquer, bien qu'il saute soigneusement sur le fait d'être séparé de sa famille. Mais en parlant, il remarque quelque chose d'étrange. L'expression d'Alduin commence à changer au moment où il évoque Tessa. Quand Arthur mentionne,
étaient des marchands d'esclaves derrière son enlèvement. Le sang-froid du roi se fissure, et il éclate de colère. Rejeter entièrement le blâme sur la race humaine, Arthur intervient rapidement pour défendre l'humanité, en faisant valoir que être un marchand d'esclaves n'est lié à aucune race en particulier. C'est un choix, pas un trait. Virian dit alors ce qu'il pense. Je me demande comment un petit enfant, comme Arthur, aurait pu sauver sa petite fille. Des marchands d'esclaves, il demande si Arthur les a suppliés ou l'a acheté. Ce à quoi Arthur répond que même s'il est, peut-être un enfant, c'est aussi un mage que Myriam a demandé à nouveau pour confirmer, et Tessia, debout avec excitation, déclare qu'elle le savait. Cependant, les elfes ne sont pas convaincus. Un des gardes tire son épée, traiter cette révélation comme une blague. Il accuse Arthur d'avoir trompé leur princesse, afin de se faufiler dans leur pays, et même le palais royal. Virian fait taire le garde, l'avertissant pour la deuxième fois de gainer sa lame. Tessia défend aussi Arthur, expliquant qu'elle était effectivement enlevée par les marchands d'esclaves, et même entendu parler de la vendre. Comme toute mère le ferait, la reine embrasse rapidement sa fille, soulagée qu'elle soit saine et sauve. Étonnamment, c'est le roi qui parle en premier, disant qu'il croit à l'histoire d'Arthur. Juste à ce moment, Arthur lui pose une question. Il soutient qu'il était bloqué par les bandits séparés de ses parents, et maintenant veut seulement retourner à sa femme pour les retrouver. Comme prévu, le roi se met à nouveau en colère, ce qui semble maintenant faire simplement partie de sa routine, et puis demande si Arthur veut rentrer à la maison. En récompense pour avoir sauvé son enfant, il soutient en outre qu'il méprise tous les humains, et même si Arthur le sait, il demande toujours une faveur. Arthur se sent audacieux, riposte, en accusant les elfes de se comporter comme les mêmes barbares. Ils prétendent que les humains sont une telle lignée, auraient pu facilement le faire tuer. Mais Virian fait un pas en disant à son fils qu'Arthur l'a en échec et mat. Eutésia lance un regard mortel à son père, indiquant clairement que le roi n'a d'autre choix que d'aider Arthur. Le roi éclaircit la gorge, et explique que le portail vers Sappan ne peut être ouvert qu'une seule fois, tous les 7 ans. Et même dans ce cas, cela nécessite l'approbation de plusieurs de leurs dirigeants. Il informe en outre Arthur que la prochaine fois qu'il pourrait être ouvert sera dans 5 ans. Cela inquiète Arthur. Mais le roi le rassure, déclarant qu'il ne peut pas garder un humain ici aussi longtemps, et fera en sorte que ses soldats l'escortent chez lui. Arthur se sent soulagé. Merci, mais juste à ce moment-là, une soudaine vague de douleur le frappe, si intense qu'il attire même l'attention de Virian. Arthur décide de se reposer, et tout en prenant un bain, se souvient Sylvia se demandant ce qu'il devrait faire. À propos de cette douleur persistante, après être rafraîchi, il sort pour prendre l'air, contempler comment trouver la source de sa douleur, et, elle, éliminée. En se promenant, il aperçoit Tessie avec sa famille, et pendant un moment, espère que ses propres parents sont en sécurité aussi. La seule chose qu'il peut faire est d'espérer qu'ils ont survécu d'une manière ou d'une autre. En serrant le poing, il se demande s'il le saluerait avec un sourire. Arthur se lève, et commence à bouger. Tandis que Tessia se précipite rapidement vers lui, il la taquine un peu, mais la petite s'excuse au nom de sa famille pour leur impolitesse envers lui. Arthur le rejette, en lui disant que c'est juste leur façon de montrer. Ils étaient inquiets pour elle, et lui conseille qu'elle devrait accepter d'être gâtée. Petite princesse mais aussi être responsable. Debout à côté d'elle, il demande si ses parents seraient heureux de le retrouver. En voyant son visage sombre, Tessia lui pince la joue, et lui dit qu'il le ferait certainement, comme même il lui manque, même s'il est toujours là. Juste à ce moment, les lucioles réapparaissent, et Arthur se souvient de certains de ses souvenirs, réalisant qu'il a combattu son passé, et se fait ravaler par les ténèbres. Il s'excuse auprès de la princesse, lui dire qu'il est désolé d'avoir agi de cette façon. Soudain, l'une des lucioles se précipite vers elle, et Arthur, pensant que ça pourrait être une attaque, marche rapidement dessus avant de sauter pour l'attraper. Il essaye de donner un coup de pied, mais avant de pouvoir, Virian apparaît devant lui. Arthur lui crie dessus, demander s'il essaye de blesser sa propre petite fille, ce à quoi Virian répond calmement, demander si une simple luciole pouvait réellement faire du mal. Arthur ouvre la main en réalisant que Virian a raison. Les vieux Graham ont en fait utilisé ce moment pour tester les compétences d'Arthur, et maintenant il est certain qu'Arthur a vraiment vaincu les marchands d'esclaves, sur son propre Tessie entre eux. Dire au grand gars d'arrêter d'intimider sa meilleure amie, mais le vieil homme forge simplement une épée en bois. Réclamant, il n'a pas rencontré une personne aussi intéressante depuis longtemps. Il se précipite vers Arthur pour sécuriser sa petite fille dans un endroit sûr. Il dit à Arthur de venir à lui, être intrigué par ses compétences. Mais il devient clair que le vieux n'est pas à sa hauteur. Arthur essaye de suivre, mais l'homme brise facilement son épée.
Arthur trouve alors une ouverture et essaye d'utiliser sa magie du feu, seulement pour qu'il soit à nouveau bloqué. Mais Arthur parvient finalement à décrocher un seul coup sur le vieux, gagner sa reconnaissance et préparer le terrain pour le deuxième tour. Avant que cela n'arrive, Tessia pince fort le pare-choc d'Arthur, lui causant de la douleur dont il se souviendra longtemps. Le vieil homme dit à Arthur, il y a un moyen par lequel il pourrait faire savoir à ses parents qu'il est vivant, mais avant qu'il puisse expliquer davantage, Arthur est frappé d'une douleur intense qui le met à genoux. Le vieil homme révèle qu'Arthur a hérité du testament d'une bête, et le presse de devenir son disciple, avertissant que s'il ne le fait pas, il pourrait mourir de la douleur.